She's beautiful. So beautiful. We're calling her Laura. We think she looks like a Laura. Oh. She already has a full head of hair. And she's got my eyes. Luckily for her, everything else is pure Sarah. With free Skype-to-Skype video calls, you can be right there with them, wherever they are. Bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. Nous sommes en direct des studios de TV5 Monde. Il est 16h et nous partons pour Berlin, la capitale de l'Allemagne, mais aussi la plus grande ville qui compte 3,5 millions d'habitants. Alors cette ville internationale, réputée pour son ouverture et sa multiculturalité, attire toujours plus de touristes, mais aussi de Français à la recherche d'une vie souvent moins stressante que celle des capitales européennes comme Londres ou Paris. Alors pour nous parler des opportunités d'investissement, mais aussi de la qualité de vie sur place, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Pamela Stenzel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate, conseiller du commerce extérieur, mais aussi coach en interculturel. Et Mayuri Sengshan, bonjour. Bonjour. Vous avez fondé une société qui s'appelle Exalis, il y a 13 ans maintenant, à Berlin, c'est ça? Absolument. Nous avons commencé à Cologne et nous avons ensuite extrapolé notre activité à Berlin. Et nous sommes spécialistes du design et de la mode. Et nous avons deux activités. Nous accompagnons des sociétés françaises de salons, organisateurs de salons, à se développer sur le marché allemand. Et parallèlement à ça, aussi, nous conseillons les entreprises allemandes en style, en tendance, 2 à 3 ans à l'avance. Donc les formes, les matières, les couleurs. D'accord. Et vous êtes avec nous aujourd'hui, mais alors c'est vraiment passage éclair. Vous êtes arrivé ce matin, vous repartez ce soir, parce que c'est la Fashion Week, c'est ça, cette semaine à Berlin. Absolument, la Fashion Week qui a commencé hier, et donc où nous détectons donc les nouveaux courants de tendance et observons justement ce qui se passe dans cette nouvelle capitale très créative et très impulsive. Et par contre, je reviens aussi ce week-end pour les salons parisiens, puisque des salons du design et de la mode démarrent aussi vendredi. D'accord. Donc voilà, les allers-retours. Très bien. Alors, juste une petite question, Pamela Stenzel. Oui. J'aurais voulu savoir, parce que c'est vrai qu'en France, nous sommes dans un pays donc, très centralisé. En Allemagne, c'est pas du tout la même chose. Il y a différents Länder. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il faut considérer Berlin comme la capitale économique du pays ou comme une des capitales économiques? Non, justement, au contraire. Berlin, c'est clairement le centre politique, mais c'est malheureusement un peu pas forcément le centre économique. C'est plutôt dans le sud de l'Allemagne, donc la région Berlin, Munich et Stuttgart. Ouais. Bon, Berlin a été isolé pendant des années, donc ça a un peu perdu les activités industrielles et ça a dû compenser par d'autres activités. Et par exemple, Berlin, maintenant, c'est un pôle d'excellence pour les universités. Alors justement, oui. Pour des choses comme ça. D'accord, voilà. Très bien. Donc nous allons revenir dessus. Mais avant, nous allons écouter Frédéric Berner, qui est le directeur adjoint de la Chambre de commerce et d'industrie franco-allemande. On l'écoute. Pour comprendre les secteurs porteurs d'aujourd'hui à Berlin, il faut prendre en considération la chute du mur et la réunification. Il y a bien sûr des secteurs qui existaient et préexistaient avant et qui ont perduré. La construction électrique, le ferroviaire, la chimie, la pharmacie, avec de gros acteurs implantés sur Berlin. Mais cette ville a fait l'objet d'une forte désindustrialisation quand le mur a été mis en place, notamment sur la partie ouest. Et l'est du pays était à un niveau d'industrialisation complètement subventionné, donc pas du tout compétitif. On a donc fait table rase à la chute du mur et on a fait naître des nouvelles compétences sur Berlin. Avec des parcs technologiques qui ont été constitués pratiquement ex nihilo. Un parc qui s'appelle Adlershof, qui est orienté vers l'innovation et le high-tech, avec des secteurs comme l'Internet, les technologies de l'information, les médias, mais aussi les énergies, le solaire. Et puis un autre parc technologique qui s'appelle Bourg, qui est né, lui, plutôt des compétences biotechnologiques, pharmaceutiques, médicales. Donc on comprend avec Frédéric Berner que la réunification donc entre la RDA et la RFA a fait évoluer le marché économique en Allemagne. Pamela Stenzel, vous qui êtes berlinoise de souche, quel est votre constat à ce sujet?
Oui, c'est parce que souvent, justement, en tant que Berlinois, souvent on me pose la question, est-ce que maintenant la vie est mieux ou pire? Oui. Et là, ma réponse, c'est complètement autre chose. Berlin a se transformé, c'est une autre vie. Et c'est peut-être aussi un aspect qui est parfois sous-estimé par les Français, que l'Allemagne a vraiment changé par la réunification. C'était pas seulement une fusion par la République fédérale, que vraiment ça a transformé. Et bien évidemment, à Berlin, on le vive très directement parce que là, dans une ville, les deux systèmes politiques ont fusionné, il fallait vivre avec. Et c'est vrai que c'est ça un peu aussi la particularité de Berlin, certainement. Ouais. Et aujourd'hui, combien d'entreprises françaises se sont implantées justement à Berlin? Actuellement, selon une étude assez récente de Chambre de commerce, c'est 650 implantations d'origine française à Berlin, et dont 90 sociétés en capital, donc plus approfondies. Et c'est notamment dans les secteurs de commerce. Mais il ne faut pas oublier aussi que les investisseurs français, à l'époque de la réunification, étaient les plus grands investisseurs dans les nouveaux Länder. Donc tout ce qui est infrastructure, c'est aussi, il y a des sociétés françaises. Donc c'est Total, CGDF, Suez, etc., l'eau, etc. Et sinon, les services aussi, les services, notamment les services qui est très importante. Voilà. Une grosse part de l'économie à Berlin. Alors justement, Mayuri, vous, avec votre activité, donc c'est vraiment ça. C'est pour ça d'ailleurs que vous êtes installé à Berlin, j'imagine? Voilà, tout à fait. Nous avons ouvert notre bureau il y a 6 ans. Nous avons commencé il y a 13 ans donc en Rhénanie-Westphalie, donc à Cologne et à Düsseldorf, parce que justement, nous avions besoin d'être au sein de ce nouveau marché créatif et impulsif, le comprendre, parce que les entreprises sont faites par des hommes et des métiers sont faits par des hommes, donc il faut être vraiment à la rencontre de ces nouveaux profils. Et c'est pour ça que nous avons décidé aussi d'être dans le centre même de Berlin, donc dans Mitte, pour pouvoir être au cœur de cette créativité naissante. D'accord. Et vous avez vraiment l'impression, donc à Berlin, qu'il y a de plus en plus, il y a eu une évolution justement, il y a de plus en plus de créateurs qui se sont implantés à Berlin? Absolument. Nous aussi, nous avons nos registres avec des statistiques. Il y aurait à Berlin à peu près 500 personnes qui vivraient de l'entreprise du textile habillement. D'accord. Donc 500 créateurs, 500 marques. La concurrence, du coup, doit être assez rude quand même, non? Évidemment, c'est un marché complexe. En plus, nous sommes dans des métiers où il ne faut pas seulement avoir une affinité pour le produit, mais il faut savoir aussi le commercialiser, le marketer. Donc là, on tombe sur d'autres thématiques. C'est là que vous aidez les entreprises françaises, justement, à savoir aborder le marché allemand d'une certaine façon, j'imagine, qui est très différente de celle qu'on connaît en France. Absolument. Donc, détecter les bons réseaux de distribution, trouver le bon mode d'implantation aussi. On propose aussi des systèmes un petit peu light de domiciliation d'entreprise, entre autres. Je crois qu'on va revenir Alors, sur Berlin, ce sujet. justement, oui, parce que c'est vrai que Berlin donc, est connu pour être quand même une des capitales de la mode. Mais c'est vrai qu'en Allemagne, il y a également Düsseldorf qui se défend assez bien, mais je crois que ce ne sont quand même pas les mêmes consommateurs. En tous les cas, ils ne sont pas adeptes du même style de vêtements, on va dire. Et on va écouter Frédéric Berner qui revient sur le profil du consommateur berlinois. Les Berlinois disent d'eux-mêmes qu'ils sont pauvres mais sexy. Ça dit beaucoup de choses de cette ville. Sexy parce que c'est vrai que son histoire fait que Berlin est un melting pot. C'est une ville qui a été forcée d'être internationale après la guerre, avec la présence française, américaine, anglaise et puis russe. Ça en a laissé des traces, puisqu'aujourd'hui, seul un Berlinois sur 4 est né à Berlin. C'est une ville jeune, avec une élite, souvent liée aux politiques et aux sièges sociaux des grands groupes, mais avec ensuite, je dirais, un peuple jeune, dynamique, intéressé, culturel, ouvert, mais pas très argenté. Alors ça tombe bien, Berlin n'est pas une ville chère, c'est une des capitales les moins chères en Europe. Malgré tout, c'est quand même une ville où il y a encore 13 à 14% de chômage, quand la moyenne nationale est à 6%. Donc c'est une ville un peu décalée par rapport à la moyenne allemande. Et c'est intéressant de s'intéresser à cette ville-là, justement, si on cible une clientèle un peu décalée, un peu intéressée par des choses créatives, par des choses nouvelles. On va trouver là un public forcément un peu inédit sur le territoire allemand.
Donc, pour reprendre l'expression de Frédéric Berner, les Berlinois seraient pauvres mais sexy. Mayuri, vous êtes d'accord avec cette citation? Je confirme, c'est vrai. C'est en effet le claim qui a été lancé par le maire de Berlin, M. Wowereit, tout à fait. Et c'est vrai qu'on a la possibilité, notamment dans les industries créatives, de pouvoir développer tout type de projet parce que l'immobilier est peu cher, parce que justement on vit beaucoup en réseau. Donc le côté communauté que nous ne connaissons pas forcément dans des grandes capitales comme Paris ou bien New York ou bien Milan, là je vous parle de la mode, fait qu'on peut lancer des initiatives et démarrer quelque chose. Donc c'est la start-up. Le consommateur, il est à la recherche de quel style? Qu'est-ce qui l'intéresse, le consommateur berlinois? Oui, je suis tout à fait d'accord sur sexy, mais quand même, il y a aussi des aspects, et j'aimerais bien peut-être ajouter un autre aspect encore qui est important, c'est un peu cette conscience écologique, je dirais, en France, qui est peut-être plus développée. Ça se retrouve dans le style vestimentaire aussi? Ou plutôt que les consommateurs fassent attention de pas de aussi dire d'où ça vient, comment c'est coloré, etc. Et pour un exemple, il y a par exemple un grand magasin nature où vous pouvez acheter que des produits vérifiés, etc. Et ça concerne les vêtements, si alimentaires, cosmétiques, etc. Il y a aussi de la musique, etc. Tout ça. Et c'est un concept qui marche très bien. Et je crois que là, justement, un Berlinois est aussi prêt à mettre plus d'argent. Dans un vêtement qui va respecter l'environnement. Tout à fait. Les Berlinois sont aussi adeptes du street style, c'est-à-dire que, j'ai l'impression que dans cette capitale allemande, on respecte un peu tous les choix, on peut s'habiller un peu comme on veut, personne ne regarde personne. Ce côté customisé de la personnalité. C'est ce qui attire justement les tout à fait. Il n'y a pas de dictat, nous n'avons pas vraiment de vrais codes clichés, je dirais, mais finalement, on retrouve toujours quand même un petit peu dans des styles de vie, des lifestyles, comme on les appelle si bien dans notre métier. Et le berlinois est certes très personnel, donc on parle d'identification à un style de vêtement, mais on retrouve quand même dans des attitudes très casual, en comparaison par exemple à la parisienne, qui a une allure beaucoup plus chic et beaucoup plus stylisée. Et cette conscience justement d'écologie, en effet, très présente. Aujourd'hui, justement, à votre avis, quelles seraient les entreprises françaises, si elles souhaitaient elles aussi aller se faire leur place dans le secteur de la mode à Berlin, qui trouveraient encore des opportunités, ou quel est le créneau? Est-ce que ce serait justement le créneau des vêtements un peu écologiques, ou quels sont les créneaux qui fonctionnent aujourd'hui? Oui, alors peut-être je peux faire une petite aparté là-dessus, puisque nous avons cette nouvelle génération de marques françaises comme Maje et Sandro, pour ne pas les citer, le comptoir des cotonniers, qui viennent de s'établir à Berlin en force, en ouvrant plusieurs magasins et qui marchent très très bien. Donc, parce qu'ils proposent justement un style mixte entre cette allure recherchée à la parisienne, je pourrais dire, mais aussi cette identité un peu plus casual, le look casual décontracté. Alors, par contre, oui, c'est vrai. On peut quand même noter que, par exemple, comptoir des cotonniers, c'est souvent made in Thaïlande ou made in China. Ça les gêne pas, les Berlinois? Non, peut-être là, c'est quand même toujours aussi un peu chic. C'est un marque français, donc là, ça joue aussi un peu. Donc ça, c'est vrai que ça attire. Voilà, comme excuse. Voilà, mais c'est français. D'accord. Bon, très bien. A priori, donc, il serait également possible de bénéficier d'aides, donc pour s'implanter en Allemagne. On va écouter Marie-Laurence Amigues, qui elle a créé une société de jeux vidéo, la société Anakan. Oui, nous avons bénéficié d'aides venant de la France et de l'Allemagne et de l'Europe, donc plusieurs. Tout cela nous a été recommandé et suivi par Berlin Partner, qui est, à mon avis, le meilleur contact à avoir quand on veut s'implanter à Berlin. Ils sont les meilleurs interlocuteurs pour vous donner les informations par rapport à votre forme de société et ce que vous proposez comme service ou comme produit. Et ils vont vous mettre en contact avec les différents interlocuteurs qui vont donc vous aider à avoir des aides. En ce qui concerne Anakan, on a eu une aide de 31% sur les investissements sur les 3 premières années et sur les 2 premières années, sur les 5 premières personnes que nous avons employées, et sur certaines conditions, on a bénéficié jusqu'à 10 000 € par employé d'aide, donc ce n'est absolument pas négligeable. Vous connaissez, vous aussi, cet organisme Berlin Partner, effectivement? Tout le monde peut en bénéficier de ces aides? Oui, tout à fait. Non, je peux vraiment fortement recommander de le contacter parce que ça ne se limite pas seulement sur l'information sur les aides. Oui. Ça va beaucoup plus loin. Par exemple, ils ont de paquets aussi pour des créateurs d'entreprises, etc. Donc, c'est vraiment un très bon interlocuteur. Et en ce qui concerne les aides, c'est aussi le Investitionsbank Berlin. Donc, et là aussi, ils ont différents
différents programmes. Ils ont un peu des priorités, mais ça ne veut pas dire que dans les autres, ça ne vaut pas les coups. Donc, c'est un peu le secteur santé, énergie, tout ce qui est innovation, ça c'est très important. Donc là, vous avez mieux vraiment les contacter en amont, ouais. tout à fait. Ça Et ils ont vaut aussi un manuel très détaillé et vraiment, donc là, ce sera pas le cadre là pour détailler, mais je crois que c'est vraiment, ça vaut le coup de se renseigner avant de partir. Tout Mayuri, vous conseillez les entreprises françaises, non? Il y a certaines aides justement dans le secteur de la mode ou de certains organismes qui sont intéressants de contacter? Absolument, donc je rejoins ce que disait Pamela concernant Berlin Partner, puisqu'ils ont aussi rattaché au Sénat, de Berlin, un département spécialisé dans les industries créatives, donc qui chapeaute le cinéma, la musique et la mode, entre autres. D'accord. Et propose diverses sortes de soutien. Donc nous avons monté en juillet 2009 un salon de la lingerie qui s'appelait Boudoir à l'époque, à Berlin. Et nous avons bénéficié, donc pas d'un soutien financier dans ce cas, mais de recommandations de services de la part de la ville de Berlin, entre autres de Berlin Partner, comme des endroits avec des tarifs préférentiels pour la location, ou bien aussi tout le marketing de la ville, c'est-à-dire les campagnes de publicité pendant la Fashion Week pour promouvoir notre salon. Donc ça, ils sont très actifs. Et si les entreprises françaises aussi souhaitent participer à des salons professionnels, qui sont aussi des plateformes très pour importantes se faire connaître, de marketing, évidemment, et de vente et de représentation, ils peuvent s'adresser aussi à l'AOMA, qui est un organisme AU, j'allais dire OU, MA, et qui, en fonction des profils des salons, justement, et des industries, donc la mode est malheureusement moins soutenue, ce sont plus les industries lourdes qui ont tendance à avoir des aides et des subventions, et aident les entreprises françaises à s'installer justement, ou du moins à essayer de tenter l'aventure sur le marché allemand et participer au salon allemand. D'accord, et ça, je peux tout à fait souligner. Donc les salons, l'Allemagne, c'est vraiment un pays de salons, et Berlin particulièrement, par exemple pour alimentaire. Là, il y a la semaine verte là qui va commencer, qui est le salon alimentaire en fait mondial, et un autre juste après, c'est le ITB. C'est vrai que les salons sont quand même très nombreux en Allemagne et à Berlin en particulier. Ça permet vraiment aux sociétés de se faire connaître assez rapidement, plus rapidement. Et justement, pas seulement en fait pour l'Allemagne, mais aussi sur le niveau mondial. Donc c'est vraiment c'est le lieu qu'on rencontre des branches. Et donc là, c'est vraiment intéressant d'y aller. D'accord. À noter également que malgré la crise, faire des affaires avec les entreprises allemandes est quand même assez sûr. On va écouter Madeleine Gorillas, qui est directeur opérationnel chez France Créance. Elle nous en dit 2 mots. Commercer avec les entreprises allemandes ne doit pas poser de problème, encore qu'il faille bien entendu s'informer de la solvabilité et du sérieux de l'entreprise avec laquelle on travaille. Mais il faut savoir que bien que les délais de paiement se soient rallongés de 24 à 40 jours en 2012 sous l'effet du ralentissement économique, en fait, seulement 6% des entreprises payent hors délai. Les Allemands ont l'habitude de facturer des intérêts de retard en cas de retard de paiement, alors qu'en France, on peut considérer que 10 à 15% des entreprises les facturent. En Allemagne, ce chiffre monte à 47%. Et surtout, ce qui est très intéressant, ce n'est pas uniquement la facturation, mais c'est le fait que 2 tiers des entreprises facturées payent réellement ces intérêts de retard. Les entreprises allemandes sont des entreprises très carrées avec lesquelles il faut bien préciser les choses et les respecter. Ça fait partie de leur mentalité et il est évident que bien qu'il y ait une augmentation des procédures collectives, on peut considérer qu'il y a une certaine sécurité commerciale à commercer avec eux. Alors c'est vrai qu'on reproche de temps en temps la rigidité allemande, mais quand il s'agit de faire des affaires avec eux, d'être payé en temps et en heure, là c'est plutôt un avantage. Mayuri, vous avez des soucis, vous, quand vous faites des affaires avec des entreprises allemandes ou quand vous amenez des sociétés à faire du business avec les Allemands, ou justement ça se passe bien ? Alors, je dirais que le textile-habillement est toujours un petit peu un secteur à part. On parlait justement d'un retour de créance là, sur 40 jours ou de paiement. Nous, malheureusement, comme nous travaillons soit avec des fournisseurs producteurs ou bien avec le détaillant, le commerce de détail, en général de 60, 90, voire 120 jours. Donc là, je ne peux pas confirmer cette statistique de notre métier, mais il est vrai que l'écrit et la valeur, entre autres, des relances de paiement en Allemagne a vraiment un autre poids, je trouve, qu'en France. Plus force de loi qu'en France. Et surtout, il faut dire aussi qu'en fait, une fois vous êtes mise en demeure, vous êtes aussi, il faut aussi payer des dommages-intérêts. Donc c'est ça qui les intérêts de retard, je crois que c'est ce dont parlait Madeleine Gorillas, justement, en France.
dans la coutume, en fait, on ne les paye pas nécessairement. Oui. Mais c'est vrai qu'en Allemagne, comme elle le disait, c'est une obligation. Enfin, les Allemands les paient en tous les cas. Sinon, il y a là ce qu'on dit le Sconti, là, justement, qu'on paye en avance, on a une réduction aussi. C'est un peu là, justement, pour faire avancer le paiement. Oui. C'est un peu ça va dans les deux côtés. D'accord. Et peut-être il y a une chose aussi, c'est peut-être aussi dans votre secteur, il y a aussi le propriété réservée, c'est ce qui n'existe pas en France. Et ça, c'est beaucoup utilisé, c'est-à-dire vous restez propriétaire de votre marchandise que vous avez délivrée et en cas de faillite, vous pouvez récupérer votre marchandise. D'accord. Et ça, c'est aussi un système pour assurer, et ça s'étonne parfois des Français parce qu'ils ne sont pas du tout familiers avec ça. D'accord. Je vous remercie beaucoup, mesdames. Ce plateau donc sur le commerce se termine. Pamela Stenzel, vous nous quittez, mais nous on se retrouve après une page de publicité pour aborder la vie quotidienne à Berlin. À tout de suite. La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, nous sommes toujours en direct des studios de TV5 Monde et nous parlons donc de la ville de Berlin et de la vie quotidienne dans la capitale allemande. Hélène Gauthier, vous nous avez rejoint. Bonjour. Donc vous êtes résidente en Allemagne depuis une dizaine d'années, c'est bien ça? C'est exact, oui. Et vous êtes également conseillère du commerce extérieur. Oui, c'est exact. Alors, à noter qu'au 31 décembre 2011, on comptabilisait tout de même plus de 21 000 Français dans la capitale allemande. Berlin qui est devenue la 3e ville européenne préférée des touristes. Alors, pourquoi Berlin, qu'est-ce que ça a de si extraordinaire? On lui dit également que c'est la capitale culturelle. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ouais. Et nous en parlions tout à l'heure. La ville de Berlin, effectivement, est recherchée par les touristes étrangers, mais aussi par les touristes allemands. Moi, c'est une évolution que j'ai observée les dernières années, où il y a énormément de familles allemandes qui viennent avec leurs enfants pendant les vacances scolaires et qui découvrent cette ville. Pourquoi? Parce que justement, ils sont attirés parce qu'il y a beaucoup de musées, d'opéras, de théâtres. Oui, c'est ça. La vie culturelle est quand même très riche. Bouillonne. La ville et la vie culturelle bouillonnent. La ville a 40% qui est recouvert de parcs, d'espaces de jeu. La ville, et c'est pas connu, est entourée de lacs et de forêts. Donc, au-delà de la ville bouillonnante culturelle, c'est vrai que c'est une ville qui est agréable à vivre et agréable à découvrir. Alors le coût de la vie également incite les touristes et puis les Français à venir s'installer toujours plus nombreux. À Berlin, on va écouter Déborah Berlioz, qui est journaliste et qui s'est installée dans la capitale. Alors à Berlin, le coût de la vie est très peu élevé pour une capitale européenne, ce qui impressionne toujours beaucoup les Français. Pour ce qui est des courses, on peut très bien manger pour 30 € par semaine. Personnellement, c'est ce que je fais, en sachant que je fais mes achats en général entre un discounter, un magasin bio et un marché local. Mais là où je sens vraiment la différence, c'est au niveau de mes sorties. Par exemple, pour un restaurant, j'ai pas besoin de faire mes comptes à chaque fois que j'ai envie d'aller manger au restaurant. On a ici des restaurants très sympas où on peut manger à partir de 5 €. Et pour ce qui est d'une bière, je paye rarement plus de 3 € le demi-litre dans un bar. Donc on peut vraiment avoir une très bonne qualité de vie pour très peu d'argent ici.
Donc un coût de la vie qui est relativement peu cher d'après Déborah. Est-ce que c'est votre constat également, Méliobry ? Oui, c'est vrai qu'il faut relativiser par contre cette idée parce que nous avons maintenant des quartiers qui booment en termes d'immobilier et aussi en termes de coût de la vie en général. Oui. On compare toujours aussi le pouvoir d'achat des Berlinois au reste des autres Bundesländer et c'est vrai que le pouvoir d'achat est 30% moins important que celui de Munich, par exemple, de la Bavière. D'accord. Mais par rapport à cela, il y a certains quartiers, entre autres le centre que l'on appelle miteux, ou bien des quartiers qui ont une identité très forte avec des hipsters ou bien des bohos, par exemple, le quartier de Prenzlauer Berg, ou dans lequel je vis, par exemple, où les loyers équivaut à des loyers parisiens, parfois, d'ailleurs. Mais justement, le fait que la vie ne soit pas très chère, j'imagine aussi que ça vous permet de sortir plus facilement. Est-ce que ça aussi ne participe pas, finalement, à avoir une activité plus bouillonnante ? Si, tout à fait. L'offre donc est pléthorique dans Berlin pour sa vie culturelle, et ça veut dire que c'est accessible dans le sens financier, c'est-à-dire qu'effectivement, d'une manière générale, c'est moins cher, mais aussi, il y a une telle offre sur toutes les sorties qu'il n'y a aucun problème si on ne réserve pas pour avoir une place de concert, pour avoir aller une exposition, et c'est accessible tout court. Un sujet également, la gastronomie aussi. Par exemple, on s'invite rarement les uns chez les autres, on sort au restaurant. Parce que c'est moins cher Parce que c'est moins cher, tout à fait. C'est plus accessible. Un sujet qui intéresse également les Français, c'est l'école. Brièvement, est-ce qu'il existe une école française, des écoles européennes ? Comment ça fonctionne ? Vous avez toutes les deux des enfants. Oui. Vous les avez mis dans quelle école ? Alors, ma fille est allée pendant les 5 premières années de sa vie dans ce qu'on appelle une Kiternelle. Donc, c'est un système dual d'éducation entre le kindergarten allemand et le système d'école maternelle. C'était une initiative parentale. Donc, j'ai participé vraiment au développement de cette Kiternelle. Et maintenant, elle est dans une école franco-allemande dans le centre de Berlin, où par contre, il y a des choix à faire. C'est-à-dire, on choisit l'alphabétisation de l'enfant. Ma fille, en l'occurrence, avait commencé par l'allemand et finalement, on l'a mise dans le groupe français. Je me suis vraiment aperçue aussi en tant que maman. Il fallait que je retourne, moi, sur les bancs de l'école aussi, parce que les méthodes d'apprentissage sont complètement différentes. Et Hélène, vous avez le même constat ? Vous avez mis vos enfants dans la même école ou pas du tout ? C'est une autre école, mais je dirais qu'on a la chance d'avoir l'embarras du choix entre plusieurs structures qui existent vraiment de la maternelle jusqu'au lycée, où on a une offre donc dans une structure publique. C'est ça, c'est que c'est public, donc c'est moins cher qu'un lycée français, par exemple. Non ? Alors que le lycée français a lui aussi des subventions du Sénat. Donc ce ne sont pas en tous les cas... Quel est le coût de l'école européenne ? Est-ce que vous avez pour avoir un ordre d'idée ? La maternelle, comparée à la France, va sembler chère, puisqu'en France, ça paraît évident de ne rien payer pour la maternelle, alors que les coûts vont pouvoir aller jusqu'à 350 € par an pour les premières années de maternelle. Après, lorsqu'ils sont en primaire et au lycée, souvent, on subventionne surtout des éducateurs français pour un encadrement supplémentaire. Et donc là, ça revient à combien à peu près ? Personnellement, il me semble que l'on paie à peu près 150 € par c'est indexé en fait sur les revenus. D'accord. Oui, et puis s'ils ont des frères et sœurs, mais il y a une offre qui est vraiment abondante. Surtout, ce qui est important peut-être de souligner, c'est au-delà du côté académique de l'éducation de l'école, qu'offre l'école, c'est surtout cette ouverture d'esprit que propose l'école allemande en général, mais aussi ces écoles berlinoises, et justement aide les enfants à se développer dans leur qualité artistique, la musique, les arts plastiques, etc. Et ça, je trouve pas de souci au niveau de l'école là-dessus, tout va bien. Ma fille y va très volontiers. Très bien, on se retrouve juste après une courte page de publicité pour parler cette fois des logements à Berlin. À tout de suite. Ne confiez pas l'encaissement de vos impayés à n'importe qui. France Créance est là pour votre recouvrement amiable et judiciaire en France et à l'international.
De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International pour parler cette fois du logement, toujours en compagnie d'Hélène et Mayuri. Alors, on va écouter Déborah Berlioz qui nous parle du prix des logements et des différents quartiers à Berlin. Assez facile de se loger à Berlin, donc tout dépend du quartier évidemment. Dans l'ensemble, je déconseillerais d'aller trop à l'ouest parce que ce sont en général des quartiers assez bourgeois et peu vivants. Après, il y a des quartiers comme Prenzlauer Berg, par exemple, qui sont très, très sympas, très jolis, mais c'est ce qu'on appelle très bourgeois bohème, donc avec des prix encore un peu élevés. Et personnellement, je recommanderais surtout le quartier où j'habite, qui est le quartier de Neukölln. C'est un quartier à l'origine avec une très forte population immigrée, qui a l'avantage d'être très peu cher, mais qui attire aussi beaucoup d'étudiants et d'artistes, donc il y a énormément de cafés et de galeries très sympas. Et pour ce qui est des prix, bon là je risque de faire rager les Parisiens parce que les prix de l'immobilier sont assez incroyables ici. Personnellement, j'habite dans un appartement de 75 mètres carrés avec balcon, sur lequel je suis actuellement, et je paye, toutes charges comprises, 600 €. Oui, donc 600 €, 75 mètres carrés, c'est vrai que ça fait rêver quand on habite à Paris. Vous avez choisi les mêmes quartiers. Vous habitez où ? Toutes les deux, hein. On n'a pas choisi les mêmes quartiers. Je comprends tout à fait que lorsque l'on est étudiant et quand on recherche une vie bouillonnante le soir, on soit attiré par des quartiers donc anciennement de Berlin-Est qui sont plutôt Neukölln, Friedrichshain, Prenzlauer Berg, où là vous pourrez dire comment vous le vivez. Je ne rayerai pas de la liste de choix d'une manière systématique les anciens quartiers de l'Ouest qui peuvent être très très différents. J'ai moi-même vécu dans un quartier qui s'appelle Schöneberg, qui est un mélange d'une scène turque à côté d'une scène homosexuelle très libérée et ça donne une ambiance de vie tout à fait agréable. Et le coût des logements c'est vraiment significatif, la différence de coût? Il y a une échelle qui est très très large. Ouais. Ça reflète aussi Berlin. Il y a de tout. Il y a du plus beau au plus laid et il y a du moins cher au plus cher. Donc il faut faire attention quand on fait lorsque l'on fait des moyennes. Aujourd'hui, vous résidez où? Oui, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, depuis que nous avons un deuxième enfant, nous avons choisi de manière traditionnelle de décentrer un petit peu, mais même si on est encore dans Berlin, dans le sud-ouest, et on est entouré de forêts et de lacs. Ce qui apporte évidemment une qualité de vie extraordinaire puisque l'été on peut se baigner dans les lacs, l'eau n'étant pas polluée et ça reste dans la ville et c'est en comparaison de Paris juste incroyable. Ouais. Et parce que oui, en plus c'est desservi quand même par les transports, par l'équivalent du RER. Oui, c'est ça qui est quand même appréciable. Mayuri, vous avez choisi vous quel quartier? Alors moi j'ai choisi justement Prenzlauer Berg qui est un petit peu le quartier hipster, bobo, bohémien chic, on pourrait dire ça comme ça, et où là nous avons vu vraiment une explosion des loyers parce qu'en comparaison, est-ce que ça c'est pas dû justement au problème de gentrification, c'est-à-dire que voilà ils essaient de réhabiliter des anciens quartiers d'artistes, on va dire, mais du coup ça fait quand même flamber les prix et je crois qu'en ce moment il y a une espèce de rébellion du peuple allemand, des Berlinois. Absolument. Finalement en communauté dans ces quartiers, et donc ça entretient aussi l'offre et la demande, hein, c'est toujours pareil. Et moi en comparaison, je peux vous dire que j'ai un 110 mètres carrés et que je paye 1 600 € de loyer par mois. Donc c'est une autre histoire. Oui, c'est sûr. Les infrastructures aussi sont différentes. Donc, en ayant des enfants, c'est vrai que Prenzlauer Berg propose des aires de jeu, des systèmes d'accompagnement. Ça reste toujours un cadre de vie agréable de toute façon, quoi qu'il arrive. D'ailleurs, Prenzlauer Berg est le seul quartier, puisque les Allemands ne font pas assez d'enfants, mais c'est l'un des seuls quartiers dans toute l'Allemagne, je dirais, où il y a une explosion du taux de natalité, puisque c'est le taux le plus haut. Voilà, 2,6 enfants par famille dans le quartier de Prenzlauer Berg. Donc, c'est quand même assez impressionnant. D'accord, c'est que les gens s'y sentent bien alors. Absolument, tout à fait. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup, mesdames, pour vos témoignages. Cette émission touche à sa fin. Merci à tous nos intervenants pour cette belle émission. Tout de suite, vous allez partir avec François Henus à Hanoï. Découvrez un monde d'opportunités avec HSBC, votre banque partout dans le monde.
Expatriés, exportateurs, DRH, votre télé enfin sur le net. Reportages, conseils, dossiers experts, dossiers pays, actualités sur news21.tv. Expatriés, exportateurs, DRH, connectez-vous sur news21.tv.